Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Haklinao. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, qui consacre la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Pour en débattre, nous avons 4 invités. Bala Mariko, activiste. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Aminata Danyoko, alias Ami Rewolo. Bonjour. Artiste. Abdoulaye Guindo, coordinateur de la plateforme Dembéré, blogueur. Bonjour. Fatima Al-Ansar, promotrice ou fondatrice de Tilwat. Voilà. Merci et bienvenue. Alors, Bala Mariko, est-ce que brièvement vous pouvez nous parler un peu de vous, en juste 30 secondes? C'est pas compliqué. Bala Mariko, je suis membre de plusieurs associations. On me taxe d'être activiste, j'aime bien, parce qu'on a quand même pu faire avancer certaines causes. Il y a plus d'activistes qui n'ont jamais mené de lutte, ils se font appeler activistes. Nous, on a quand même quelques belles victoires à notre actif. Et je suis assez engagé pour la promotion de la cause de la femme au Mali. D'accord. Alors, Ami Raoulou, brièvement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et également du festival que tu organises? Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, c'est Aminata Danyoko à l'état civil, connue sous le nom d'artiste Ami Raoulou, artiste rappeuse depuis 10 ans. Des albums, je prépare la sortie de mon 3e album et j'ai un festival dénommé le Mali à la rappeuse qui vient de fêter sa 4e édition et on prépare la 5e pour l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord. Alors, le Mali à des rappeuses, en quoi consiste justement ça? Le Mali à la rappeuse, vu que je suis devenue aujourd'hui la première femme quand même qui a élevé le niveau de rap féminin au Mali, donc je me suis dit c'est un devoir pour moi de créer un espace pour permettre à mes jeunes sœurs qui viendront après moi de continuer le combat que moi j'ai commencé. Merci. Abdoulaye Guindo. Bien, merci. Moi, c'est Abdoulaye Guindo. Je suis journaliste, blogueur et coordinateur de la plateforme web qui réunit tous les blogueurs du Mali. Et nous, on a un volet santé sexuelle et reproductive qui consiste à un peu parler des femmes, défendre les droits des femmes. Et on a même soutenu les défenseurs des droits des femmes, notamment Bala. On a fait un portrait de Bala pour montrer tout ce qui se passe pour les femmes au Mali. Merci. Fatima. Pour moi, c'est Fatima Al-Ansar. On m'appelle la femme à 8 chapeaux. Je suis fondatrice et puis directrice générale de Tilwat, Peace Network, qui travaille à vraiment promouvoir la bonne gouvernance, surtout la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance, dans tout ce qui est question paix, sécurité, par soit des formations, et aussi par exposer les jeunes femmes et les femmes à des opportunités, que ce soit nationales ou internationales. En plus de ça, je suis aussi analyste politique, relations internationales, genre. Je suis aussi expert au Centre politique stratégique au ministère des Affaires étrangères. Mais ce soir, je ne représente pas du tout la voix du ministère. D'accord, il faut ajouter que vous êtes diplomate également. Et oui, je suis diplomate. Voilà. Merci et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc le thème retenu cette année, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde sans Covid-19. Bala Mariko. Oui. Que représente le 8 mars pour vous? Est-ce juste une célébration ou c'est beaucoup plus que ça? Non, je pense que le 8 mars est beaucoup plus que des stades de pain, de balanichou. Le 8 mars est un jour à prendre extrêmement au sérieux. C'est, je pense, le jour où on doit faire le bilan de l'année écoulée par rapport à toutes ces luttes-là que nous menons pour les femmes, que nous menons, qu'elles-mêmes, elles mènent pour elles-mêmes. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas cerné. Beaucoup de mes soeurs, de mes tantes, de mes mamans pensent que le 8 mars, ça se résume au folklore. Désolé, mais bon, c'est le mot qui sied. Et j'estime qu'il y a du chemin à parcourir, parce que la cause de la femme vaut mieux que tout ça. Alors, Ami Rewolo, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous voyez cette célébration? Pour moi, ce n'est qu'une célébration, parce que je me dis que l'année, ça fait 365 jours. Et si c'est une seule journée qui est prise pour parler des causes des femmes, je trouve que c'est décevant. En plus, ça fait des années qu'en fait, c'est soi-disant 8 mars, ça n'apporte rien. On ne voit que des, comme monsieur vient de le dire, on ne voit que des folklores. Et je pense que ça restera comme ça, tant qu'on ne dira pas aux femmes qu'il ne s'agit pas d'une journée, c'est toute une vie et c'est toute une année.
Et il faut travailler du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et non pas prendre le 8 mars pour afficher ça comme la journée internationale de la femme. En tout cas, moi, je suis les gens dire que 8 mars, mais moi, c'est pas ma fête quand même. D'accord, d'accord. Abdoulaye Guindo. Voilà, moi, je voudrais surtout répondre sur les propos de Bala. Au fait, le 8 mars, ce n'est pas une journée pour... ce n'est pas une journée au fait pour défendre les femmes. Même si c'est l'impression que les gens donnent. C'est une journée pour faire, comme il a dit, le bilan de cette lutte. C'est-à-dire que du 8 mars 2020 à 8 mars 2021, par exemple, dans chaque pays au Mali, qu'est-ce qu'on a fait pour faire avancer le droit des femmes? Qu'est-ce qu'on a fait pour faire émerger? Combien de femmes ont émergé? Combien de femmes se sont vues et se sont retrouvées à la tête, par exemple, d'une institution? Combien de femmes, que ce soit au village, dans les coins les plus reculés, combien de femmes ont changé de statut positivement? Et qu'est-ce qui a empêché que les autres n'ont pas pu avancer? Qu'est-ce qui a changé pour l'année qui arrive? Voici un peu ce qu'il faut, mais malheureusement, dans le paraître, on en donne l'impression que c'est une journée de célébration où les gens courent après les pagnes, où les gens vont applaudir le président de la République quand il fait un discours et après ça reste dans les tiroirs. Il n'y a plus, par exemple, depuis plusieurs années, les femmes se battent pour qu'il y ait une loi contre les VBG au Mali. Mais les différents gouvernements n'arrivent pas à voter cette loi sous la pression des leaders religieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce 8 mars, les femmes auront le courage d'interpeller le président en face? Est-ce qu'elles auront le courage de dire aujourd'hui, c'est vous qui dirigez ou c'est les religieux qui dirigent? C'est des débats comme ça sur lesquels il faut se battre. Mais malheureusement, les femmes donnent l'impression, et les politiciens aussi donnent l'impression que c'est juste pour danser et manger. Bon. D'accord. La fatigue. Moi, je pense que, honnêtement, mes collègues ont déjà touché les points les plus importants. Pour moi, le 8 mars, personnellement, le 8 mars est important. Cela ne veut pas dire que je pense que la femme, on ne doit pas la célébrer chaque jour, ou bien les droits des femmes, les femmes ne travaillent pas chaque jour, ou bien les droits ne sont pas assez pertinents. Moi, je pense que le 8 mars, pour moi, c'est une sorte de rappel, de faire un pas en arrière pour voir ce qui a été déjà fait en termes de, que ce soit loi juridique, que ce soit loi internationale, les lois qui sont déjà sur place, qu'est-ce qui a été fait pour l'application de ces lois dans nos pays? Quel est l'agenda politique national déjà? Quels sont les progrès qui ont été faits? Essayer de susciter des débats comme ça, comme aujourd'hui, pour vraiment revoir l'agenda politique déjà, et puis essayer vraiment de motiver plus les femmes et les hommes vraiment à appliquer ces lois-là. Comme a dit mon frère à côté ici, aujourd'hui, ça allait être une très bonne opportunité pour ramener le débat sur le VBG et peut-être, au lieu d'aller faire la fête à la présidence, peut-être amener cette loi déjà faite et puis essayer de convaincre le gouvernement sur l'application de cette loi-là. D'accord. Voilà, Mariko. En tant que défenseur des droits des femmes, comme on le dit, le 8 mars, ce n'est pas la journée internationale des femmes, c'est pas que ça, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et là, beaucoup ont du mal à cerner cet aspect-là. En lien avec la pandémie à Covid-19 qui a beaucoup ralenti les activités de certaines personnes, comment est-ce que vous voyez, vous percevez ce point-là? Bon, il est indéniable que tantôt le Covid, tantôt la Covid, on ne sait même plus à quel sens vous. Bon, je prends le coronavirus. C'est clair que le coronavirus a ralenti la marche du monde. Et généralement, les premières victimes, ce sont les femmes. Qu'à cela ne tienne, nous avons une chance. Au moment où il y a des milliers de cas positifs par jour dans certains pays, nous, on s'est retrouvés à une centaine au plus fort de la crise. Et aujourd'hui, on tourne à entre 10, 15, 20 cas. Je ne prendrai pas le coronavirus comme excuse. Il faut que la femme malienne se prenne au sérieux. C'est tout. Ça, honnêtement, je suis avec vous, certes, mais être avec vous, c'est aussi vous dire ce que j'ai sur le cœur. Ça nous permet de mieux nous comprendre et de pouvoir mieux avancer ensemble. Il faut que la femme malienne se prenne au sérieux, qu'elle sorte des histoires de bâches, marmites, café, sabbat. Franchement, à mes yeux,
elles valent mieux que ça. Il faut qu'elles-mêmes, à leurs yeux, qu'elles prennent toute la mesure de leur importance au sein de la société. Il y a un ancien président burkinabé, j'aime à le répéter, qui dit « Elles portent la moitié du ciel. » Et c'est pas petit, c'est énorme. Il faut qu'elles prennent toute leur place et qu'il y ait une vraie solidarité entre les femmes. La femme est plus victime de la femme que de l'homme. Il faut qu'il y ait une vraie solidarité entre les femmes. Si vous vous mettez ensemble, avec certains comme nous qui sont avec vous, on peut faire avancer la cause de la femme, mais de manière limpide, sans complication. Monsieur Guigui a parlé de la loi sur les violences basées sur le genre. Je pense sincèrement qu'il y a un sérieux problème de communication. Et je ne peux pas croire qu'un religieux refuse qu'on porte assistance aux femmes. Je pense qu'il y a des points à l'intérieur qui sont en déphasage avec la religion. Et chaque époque a ses réalités, chaque époque a ses victoires dans les combats. Et si aujourd'hui, sur les 59 points dans l'article, dans l'avant-projet de loi, si aujourd'hui on peut avoir une dizaine comme acquis, on les prend en avance. Après, dans 5 ans, 10 ans, on revient là-dessus. Il y a des acquis. Il y a aussi des choses qui ne pourront jamais passer sur nous, en tout cas dans leur forme actuelle. Bon, après, une lutte, un combat, une guerre, tout ce qu'on veut, c'est la stratégie. Il faut la stratégie. Il faut savoir quand on mène une guerre, qu'une bataille est difficile, on la met de côté. On va sur un front où c'est plus facile, on avance. Après, on réunit nos forces, on revient sur la bataille difficile. Si nous perdons nos forces, nous nous épuisons d'abord sur l'avant-projet, encore un projet de loi, sur l'avant-projet, ça fait des années qu'on est bloqué là-dessus. Et je pense que c'est à nous de faire des concessions. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons que la femme malienne soit protégée. Il y a des clarifications à apporter qui sont nécessaires. Et même mes soeurs qui sont là, vous savez, pour faire voter la loi 052 à l'Assemblée, il a fallu que les femmes députées mettent en place tout un système pour pouvoir rallier les hommes à leur cause. Mais est-ce que nous sommes satisfaits là? C'est possible. C'est impossibilité de quoi, hein? Tu sais, vous le savez tout comme moi, hein? C'est impossible. Seulement, il faut juste changer de méthode. Il faut changer de méthode parce que, alors, évitons la confrontation, évitons de faire du rentrer dedans, ayons une stratégie. Acceptons de laisser tomber certaines choses aujourd'hui que nous savons que la société, notre culture, la religion ne va pas accepter aujourd'hui. Et avançons avec ce qu'on peut avoir. C'est aussi simple que ça. Merci Bala. Alors, Ami Raoulou, le festival il est organisé chaque année. Voilà. Quel a été, déjà on sait que la Covid-19 a démarré en début 2020 et jusqu'en 2021. Est-ce que ça a eu un impact sur le processus? Parce que normalement le festival devait se faire en décembre et le 19 décembre il y a eu l'état d'urgence. Le festival c'était programmé pour le 21, du 21 au 25 déjà. Donc il y a eu un impact. Non seulement ce festival, il faut savoir que moi je le fais à fond propre. Chaque année j'ai mis un budget de côté, 25 000 par mois, et à travers mes cachets que je gagne en tant qu'artiste, c'est ce que je mets de côté chaque année pour pouvoir former les filles qui viennent de partout. Parce que ces jeunes filles que moi je forme chaque année, elles viennent de Gao, Tombouctou, Kai, et elles viennent de toute la région du Mali parce que c'est une chance pour elles, une opportunité non seulement de savoir qu'il y a une possibilité d'émerger dans le rap, et aussi de savoir qu'il y a une jeune sœur, et la jeune sœur qui est là, qui est arrivée aujourd'hui à un certain niveau, qui peut leur apporter un petit coup de main. Donc moi je me dis, c'est mon devoir en tant que patriote malienne, en tant que citoyenne, si j'ai décidé de faire le rap mon métier, il est important et c'est mon devoir d'apporter quelque chose à ma nation, à ma jeunesse, et c'est à travers ça que moi j'apporte, à travers ces formations que je donne, à travers aussi, parce que ces jeunes filles, normalement quand elles viennent dans le rap, elles pensent seulement que c'est écrire des textes. Donc moi je les fais comprendre que moi, Ami qui suis là,
J'ai quand même une licence en finance comptabilité et j'ai aussi une entreprise de communication que j'ai créée à travers mes propres moyens. Et ce festival que j'essaie de faire vivre à travers mes propres moyens sans le soutien de qui que ce soit, ni l'État malien, ni personne. Donc j'essaie aussi de montrer à ces jeunes femmes qu'on peut partir de rien, on n'est pas obligé de se marginaliser et on n'est pas obligé aussi d'accepter certaines choses que le show business impose à nous les femmes et pour arriver à nos objectifs. Donc je sais que ce festival, non seulement c'est une éducation, on va dire, moi j'essaie de les éduquer, mais aussi une porte de sortie pour plusieurs d'entre elles. Donc savoir que ça y est un problème et que l'État malien n'est pas. C'est pourquoi je dis le 8 mars n'est même pas pour moi, parce que ça fait 4 ans que ce festival existe. Et ce festival existe, ça fait 4 ans aussi. Et le 8 mars, depuis que je ne suis pas née, ça existe. Et jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai jamais eu quelque chose qui quand même. Un petit truc de 8 mars qui m'a aidé quand même à aller de l'avant. Donc moi je dirais c'est quoi le 8 mars au final? Est-ce que c'est pour le symbole ou c'est pour nous aider finalement, étant la première rappeuse du Mali quand même, et savoir que je n'ai même pas la petite reconnaissance de mon état, même si je ne suis pas importante, même si je ne vaux rien, mais le peu de filles que je forme là, ces filles-là peuvent être des délinquants de la rue, elles peuvent être des prostituées. Moi j'ai leur dit non. Vous n'êtes pas obligé de faire le rap et de faire tout ça. On peut faire le rap dignement, honnêtement, avec la dignité, sans passer par tous ces chemins. Donc, voilà. Et elles sont combien à peu près de la formation du début jusqu'à chaque année, ça évolue. La première année, on était 8 et cette année, nous sommes jusqu'à 40 filles que nous formons et chaque festival, ça augmente. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Abdoulaye, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la loi contre les violences basées sur le genre. Selon vous, c'est quoi le blocage exact? Au fait, le blocage, Bala a cité l'expression, c'est un problème de communication. D'abord, il faut dire à ceux qui s'opposent violemment que c'est d'abord un avant-projet. Ce n'est même pas un projet et que c'est même pas encore parti en discussion. C'est-à-dire que vous serez consulté et vous direz les points sur lesquels on ne peut pas pour l'instant avancer. Et maintenant, si cette communication passe, on dit aux gens non, c'est un avant-projet. Et puis cet avant-projet n'est même pas proposé par le gouvernement. Je pense que c'est une organisation, IRA Fondation, qui s'est mise sur la table, qui a proposé. Donc l'État peut dire non, on fait une concertation autour de cet avant-projet. Vous nous dites les dispositions de la loi qui ne collent pas à notre culture, notre société. On les enlève, on les met à côté et on avance avec ce qui peut. Et comme Bala l'a dit, dans 10-20 ans, les réalités nous permettent par exemple d'ajouter d'autres dispositions pour faire la relecture de la loi. C'est ce que Macky Sall a dit à Obama. Aujourd'hui, on est prêt à s'ouvrir au monde, à la modernité, mais le Sénégalais n'est pas prêt, par exemple, à accepter l'homosexualité. Donc, on met ça à côté, on avance sur ce qu'on peut avancer. Donc, il y a la communication qui ne passe pas. Et ensuite, il y a, comme Bala l'a dit, les femmes même ne semblent pas être intéressées par cette histoire d'avant-projet. Et c'est ce qui profite même souvent à ceux qui s'opposent à la loi, à pouvoir s'opposer. Et puis, il y a aussi les politiciens qui aussi font un sondage. Ils savent que sur 51% de femmes, il y a seulement 0,2 qui sont intéressés par cette loi, parce que les autres ne savent pas c'est quoi cette loi contre le viol. Parce que les femmes qui ont les moyens de vulgariser ne le font pas. Donc l'État dit bon, on laisse tomber, et puis il n'y a pas de problème, elles vont faire du bruit dans la presse. Donc comme il a dit, les femmes doivent être ensemble, soigner la communication, dire que c'est un avant-projet, qui n'est même pas venu de l'État et qui a la possibilité de travailler sur l'avant-projet, nettoyer, enlever les parties qui posent problème et avancer sur les parties qui ne posent pas problème. Ok, alors Abdoulaye Guendo, au niveau de la plateforme Dembélé et de Doniblog également, j'imagine que vous avez formé énormément de jeunes blogueuses. Alors comment ça se passe de la création à aujourd'hui? Combien de blogueuses est-ce que vous avez? Effectivement, quand on crée l'organisation, on avait une blogueuse du nom de Fatouma Arber qui a Tombouctou, mais on s'est retrouvé buté à des partenaires qui voulaient avoir plus de femmes. Donc on a lancé une politique de recrutement des dames. Donc on a fait des formations, il y avait uniquement des blogueuses, c'est-à-dire des jeunes dames qui on a repéré sur les réseaux sociaux qui savaient un peu. C'est quoi un blogueur juste exactement? Un blogueur, c'est juste quelqu'un qui utilise la plateforme web dénommée blog pour s'exprimer. Donc tout le monde peut être blogueur. Et puis ce qui est bien avec le blog, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de sexe. C'est-à-dire que qu'on soit âgé de 18 à 70, 90 ans, il suffit juste d'avoir son propre site internet à soi sur lequel
tu t'exprimes. Donc voilà pourquoi tout le monde peut être blogueur. Il y a beaucoup de ministres, autorités maliennes qui sont des blogueurs. Donc on a fait drainer les femmes. Et on a une politique de promotion des femmes parce qu'il y a beaucoup de postes sur lesquels on exige que c'est les femmes qui doivent être recrutées. Et par exemple, on a une éditrice qui est partie et on a besoin de recruter, mais notre partenaire exige que ce soit des femmes. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on reçoit beaucoup de dames. Voilà, et on a un volet spécialement réservé aux femmes qui consiste à faire la promotion des femmes. Et justement, dans le cadre de la Covid, on avait une campagne qu'on appelait Elles font face. C'est-à-dire que les femmes qui font face à la Covid-19. Donc on a un peu montré, comme Bala l'a dit, malgré les difficultés de la Covid, on a montré ces femmes qui continuent à se battre malgré les contraintes de la Covid pour faire avancer leur entreprise, pour éduquer leurs enfants, pour faire avancer le pays. Donc on a montré ces femmes-là à travers la campagne Elles font face, qui était soutenue par l'Institut Panos dans le cadre de son projet Les femmes occuper les médias. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Fatima Hadansa, est-ce que la Covid-19 a impacté sur les activités que vous menez? Oui, beaucoup même. En plus des activités de l'ONG Tilwat, avec beaucoup d'activités, parce qu'on devrait organiser une conférence là où on amène des jeunes femmes venant de toutes les régions du Mali, à peu près 60 jeunes femmes, pour 2 semaines de formation intensive sur la consolidation de la paix, l'entrepreneuriat, et aussi essayer de, juste après la formation, donner un fonds à chaque femme venant de chaque région. Comme ça, quand elles retournent dans leur communauté, elles vont commencer leur propre association pour la paix en faisant des projets ensemble. Malheureusement, on avait eu le financement, mais à cause de l'arrivée de la Covid-19, l'organisation qui a décidé de nous financer a décidé de retirer le financement parce qu'ils disent que amener tous ces gens ensemble, c'est vraiment promouvoir, exposer plus les gens Covid-19. Et en plus de ça aussi, moi je voyageais beaucoup, j'intervenais beaucoup dans les conférences, que ce soit internationales, là où je représente un peu la voix de mon organisation, je représente aussi la voix que ce soit des femmes maliennes, des femmes dans le Sahel, c'est des questions nous concernant. À cause de la Covid-19, il y a moins d'activités dans ce sens-là. Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup de femmes. Merci. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Bala Mariko, est-ce que vous avez un mot particulier à lancer dans le cadre de cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes? Bon, c'est juste demander aux femmes de faire le bilan du 8 mars 2021, le 8 mars 2022. Comme ça, on saura si le droit des femmes a connu un pas de plus. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci déjà à vous pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui sont sur ce plateau. Parfois en parlant un peu français, les gens, donc je présente mes excuses de passage et dire que voilà, la 4e édition quand même s'est déroulée du 22 au 25 et on espère que si tout va bien, si Dieu le permet, faire la 5e édition l'année prochaine. Et aussi je prépare la sortie de mon 3e album le mois prochain si tout va bien. Et ça s'intitule comment? Et ça s'appelle Aïe. Aïe comme A-Y pour Amiraoui. Ok, d'accord. Bon vent pour le Merci beaucoup. Bien, merci. Moi, je voudrais terminer par une citation que j'ai lue dans un livre. Je ne me rappelle pas trop encore du nom de l'auteur, mais l'auteur disait que dire que la femme est le sexe faible, c'est le plus gros mensonge que l'humanité a inventé. Car c'est la femme qui enfante les hommes qui font la force de l'humanité. Donc, elle n'est pas le sexe faible. Merci. Merci Fatima. Pour moi, j'aimerais utiliser cette opportunité pour vraiment, je pense que le 8 mars doit être une sorte de rappel pour nous les femmes et pour les acteurs, que ce soit les acteurs politiques, les acteurs dans les associations civiles et tous les gens qui se battent chaque jour pour les causes des femmes, de scolariser nos jeunes femmes pour qu'elles puissent vraiment faire face à la compétition, que ce soit nationale ou internationale, donner plus d'opportunités aux femmes dans l'espace public, donner plus de place à la femme dans la prise de décision
vraiment utiliser cette opportunité pour vraiment pousser plus l'agenda féminin. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous nos invités. Mais vous-même, qu'est-ce que vous pensez de lui? Parce qu'il y a aussi la planture là-dedans. Ok, on va dire que pour moi, c'est juste une journée pour faire le bilan. Comme vous l'avez tous dit ici, le bilan des acquis, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc c'est important qu'on s'arrête au moins une fois dans l'année pour dire comment est-ce que ça avance, comment évoluent les choses. Voilà, mon point de vue sur la question. Merci de l'avoir posé. Alors nous étions avec Bala Mariko, activiste, Aminata Danyoko, Ami Erawolo, artiste rappeuse, Abdoulaye Guindo, Amadoumou sur les réseaux sociaux et Fatima Al-Ansar, fondatrice de Tilwat. Voilà, merci à tous nos invités. C'était tout pour cette première partie.